Down the road I go. Merci, bonjour tout le monde, merci d'être venu. Et maintenant, on va continuer la discussion en examinant comment on fait quand on ose ailleurs, c'est-à-dire pas forcément en France. Et pour mon premier partenaire dans cette quête, c'est Stéphane Distinguin, qui est fondateur du Faber Novel, qui est une agence créative. Agence d'innovation. C'est du latin, justement. Ah ouais. On a choisi de choisir un nom en latin parce que quand on fait de l'innovation, en général, on choisit des noms en anglais, justement. Et pour moi, c'était un premier aveu d'infériorité. Donc c'est pour ça Faber Novel, ça veut dire fabriquer, Faber, Novel du nouveau. C'est bien, c'est clair. Et vous avez fait où ça? À Paris, parce que j'aime Paris, que j'y suis, que j'y vis, mais que Paris, c'est une de ces fameuses villes-mondes. C'est une ville dans laquelle on peut être en contact avec d'autres. Il y a un enjeu de compétitivité, et bien sûr, mais je crois que Roissy est un des plus grands aéroports du monde, enfin des choses que vous avez sans doute déjà entendues. Donc je suis pas là pour vendre Paris, mais pour dire qu'on peut envisager le monde en restant à Paris aussi, ce qui est bien ce que je fais. Et j'ai la chance avec Faber Novel donc d'avoir aussi des bureaux à San Francisco, j'y reviendrai, à Paris, donc à New York et à Moscou. Voilà. À Moscou. Qu'est-ce qui se passe à Moscou? Beaucoup de choses. Parce que si on regarde un écosystème, alors donc moi, ce que je fais quand je parle d'innovation, c'est avant tout dans le numérique. Parce que je trouve qu'une des choses à oser, fabuleuse dans les 15 dernières années, c'est l'apparition du numérique, qui est une matière comme une glaise, qu'on peut comme ça créer, manipuler, construire, et qu'on soit une grande organisation ou une start-up. Et un écosystème, ça peut se juger en fonction de l'intensité scientifique, présence de scientifiques, d'universités, de recherche, intensité académique, appelons-la comme ça, de la présence de capitaux, la taille du marché. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que la Russie, Moscou sont vraiment intéressants, pertinents, et qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes qui s'y passent, avec un marché un petit peu plus en retrait, un peu pour le cyrillique et pas mal d'autres raisons qui font que Google, Amazon et quelques grands champions du web américain, ils ne sont pas forcément les leaders. Ah ouais, c'est bien. Et est-ce que vous recommanderez aux autres personnes d'oser en Russie? Oser en Russie, oser un peu partout, oser où on a des opportunités, certainement. Je pense qu'il n'y a pas de... il y a quelque chose qui m'a toujours marqué, qui est une limite de nos startups, souvent, en tout cas jusqu'à maintenant. Mais je sais qu'il y a l'excellent Jean-Baptiste Rudel qui est venu vous parler un petit peu plus tôt de comment est-ce qu'il a réussi, lui, aux États-Unis. Je crois que c'est un historien qui s'appelle Fernand Braudel, qui a beaucoup étudié, lui, la France d'il y a très longtemps, peut-être qu'on va en parler aussi, et qui, et en particulier la civilisation dans la Méditerranée. Et qui concluait qu'en fait, les Français, ils ont toujours regardé, ils n'ont jamais su choisir entre la Méditerranée et l'Atlantique. Du coup, ils ont toujours regardé sous leurs pieds. Ce qui fait que nos amis américains ou d'ailleurs sont contents parce qu'on aime le terroir, on aime ce qui est sous nos pieds, on aime ce qui s'est fait, ce qui pousse, mais qu'on a eu du mal toujours à aller vers l'étranger et à s'y sentir aussi bien. Je trouve, et donc dans les premières choses positive, parce que j'ai plein de choses positives à partager avec vous, c'est que je trouve que dans les 20 dernières années, mais si vous en parlerez mieux que moi, sans doute, vous, en tant qu'américaine, anglaise, excusez-moi, mais je crois qu'il y aura des Américains. Nous aussi, nous avons osé. Mais oui, mais vous avez choisi l'Atlantique toujours. Vous avez, vous avez connu un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Donc, bordel, ce qui fait que on a du mal à choisir l'étranger, mais mon point était de dire que de plus en plus de jeunes parlent anglais. Je trouve que maintenant, dans les 15-20 dernières années, Erasmus, beaucoup de choses se sont passées qui font qu'aujourd'hui, on a affaire à des personnes pour qui l'anglais est de moins en moins un sujet. J'ai croisé tout à l'heure quelqu'un qui s'est occupé pendant un moment d'un lieu qu'on avait créé à quelques-uns à Paris qui s'appelle Le Camping, qui est un accélérateur de start-up où la première langue, et ce qu'ils font là-bas, c'est toujours apprendre à pitcher en anglais. Et pitcher et l'anglais, c'était quelque chose où on n'était pas très bon, et donc on est en train de progresser. Ouais. Mais est-ce que vous trouvez que vraiment tout le monde parle anglais? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus mieux pour ceux qui ont de l'argent et
qui ont la chance d'avoir une bonne éducation. Mais pour les gens... C'est en général ça ou c'est en particulier? En France en particulier, parce qu'on enseigne Je sais pas. Je crois qu'il y a très... beaucoup. Enfin, il faut aussi faire attention enfin, je crois qu'à Londres, si on parle de Londres, il y a beaucoup de jeunes qui vont pour être serveurs, pour avoir des boulots qui sont pas uniquement dans la city. Donc je suis pas forcément d'accord. Okay. Voilà, je n'ai pas de série statistique, non, mais vous avez je pense beaucoup que c'est... plus d'expérience probablement que moi. Mais pour revenir un petit peu sur la France elle-même, nous avons parlé avant, un tout petit peu discuté que la France, c'est un grand pays très puissant, même si tout le monde est maintenant dans une tristesse, je ne sais pas quand ça va finir. Ouais. Mais il y a beaucoup de créativité et c'est la créativité des Français qui enfin fait de ce pays un des plus puissants du monde. C'est quoi pour vous la plus importante qualité de créativité française et où est-ce que vous remarquez ça dans le monde? Alors, je pense que la France a toujours un rapport un peu compliqué avec son passé, et qui a un peu un côté Janus, comme ça, qui regarde derrière et qui regarde devant, que c'est ça qui fait aussi notre force, que moi, je rêve d'autres villas Médicis, que de lieux comme ça, où on pourrait, comme il y a déjà quelques siècles, on pouvait aller devenir prix de Rome et apprendre la Renaissance, l'Antiquité, puis revenir en France, être peut-être un petit peu plus avant-gardiste. On a ce rapport au fait d'apprendre, d'être dans une certaine forme de tradition, puis d'être aussi dans l'avant-garde. C'est une première chose. Je trouve qu'il y a une culture, il y a aussi un goût de la sophistication qui me paraît assez français. Et aussi, et peut-être que c'est ce qui nous manque en ce moment, un sens de l'impertinence. Je trouve que l'impertinence, c'est aussi quelque chose qui peut être parfois une forme de légèreté, parce que justement, enfin, quand ça contrebalance un peu le côté cynique parfois qu'on peut avoir. Ce qui m'inquiète, et là, de ce point de vue-là, j'aurais moins bonne nouvelle, c'est que hier, j'intervenais à la demande de jeunes gens dans une conférence où ils avaient fait un sondage. Et dans le sondage, ils avaient demandé si c'était de la créativité chez les jeunes. Et dans le sondage, ils étaient plus de 75% à dire que la France ne tenait pas compte de la créativité des jeunes. Et plus de 85% à dire que la France faisait beaucoup moins bien qu'ailleurs. Et ça, je trouve qu'effectivement, il y a un des critères dans ce qui va mal en ce moment, ce manque de confiance des jeunes dans le fait qu'on puisse entendre leur créativité est quelque chose qui me semble assez nouveau et auquel on doit ici peut-être dès maintenant s'attaquer. Oui, et est-ce que vous trouvez finalement que l'impertinence que vous avez citée, c'est une qualité moderne, si je peux le dire comme ça, parce que je trouve que pour vraiment découvrir tout ce qu'on peut faire avec les nouvelles technologies, etc., maintenant, on n'a pas simplement tout ça, la question, le sens de la découverte, on doit oser être un peu impertinent, sans être impoli, mais c'est pour vous une qualité que vous avez remarqué qu'il faut en avoir? Je pense que c'est une grande qualité, justement. Ça a réussi aussi à amener de la légèreté dans quelque chose qui est un contexte un peu lourd, comme vous le disiez, mais aussi une situation qui en soi est un peu compliquée. On voit, Jean-Baptiste Oudel là encore parlait tout à l'heure des difficultés qu'on peut avoir quand on est un entrepreneur du numérique français et qu'on essaie d'aller sur des marchés internationaux. Français n'est pas un problème. Dans la Silicon Valley, il y a de très nombreux Français, mais c'est vrai qu'être une entreprise française, en tout cas de porter ces valeurs-là, est quelque chose d'assez encombrant. Donc je pense que l'impertinence aide à trouver de la légèreté et d'un petit peu de lâcher comme ça des sacs de l'Est. Est-ce que vous trouvez que la réputation de la France, c'est plutôt la réputation d'un pays qui n'est pas tellement entrepreneur, ou ça va? Alors merci de la transition. Un président américain, un récent, George Bush, disait, parce que bon, il n'y a pas que nous qui avons honte, parfois, disait, the problem with the French, je vais le dire moins bien que vous, is that they don't have a word for entrepreneur.
C'était Ouais, une grande phrase, ouais. une phrase définitive. Il l'a vraiment dit. Et on a, avec Aude et Caroline, et ma collègue Lara à San Francisco, puisque, en fait, je ne sais pas si vous savez, mais à partir de ce soir, parce qu'il est encore un peu tôt pour eux, C'est ce que il y aura, souligner. bon, bah, je me permets, il y aura un transfert comme un duplex où on va pouvoir aller dans Californie. Et qu'en Californie, il y aura, l'événement continuera à San Francisco, dans nos locaux à Paris-Soma. Un premier lien, Paris et Soma, comme South of Market, qui est le quartier à un bloc de Twitter et de Square. Et on a essayé de tourner cette phrase. Et pourquoi ? Parce que les Français dans la Silicon Valley, souvent, ils ont quitté la France parce que, justement, ils s'y sentaient peut-être pas assez bien, ou en tout cas, ils pensaient qu'ils se trouvaient mieux ailleurs. Ils ont souvent réussi, parce qu'on dit souvent, il y a une espèce de proverbe comme ça dans les startups américaines qui dit que on a toujours c'est chic d'avoir un directeur technique français, c'est-à-dire que les ingénieurs français sont bons. Donc les ingénieurs français sont reconnus, mais ils se sentent assez peu concernés par la France. Ouais. Et bien, croyez-moi, ce qui s'est passé pendant qu'on a fait cet événement, donc on a lancé assez rapidement, il y a quelques semaines, c'est que ça a rencontré un succès incroyable. Les entrepreneurs français sont battus pour venir y parler. Il s'est passé quelque chose qu'on ne s'attendait vraiment pas à découvrir en fait dans cet événement. Alors, on a du coup plein de personnes très bien, d'entrepreneurs fameux qui seront avec nous ce soir. Et j'espère que vous serez debout à 2h du matin pour le regarder sur Internet. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a de l'espoir, oui, même s'il reste beaucoup de temps, et que du coup, il faut trouver un angle. Et quand vous dites impertinence, je pense que, cette impertinence, c'est aussi pouvoir emmener des gens qui ont un peu perdu espoir ou qui sont démobilisés, qui ne croyaient plus, de revenir et qu'on réussisse à faire des choses ensemble. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne fait pas assez de choses ensemble et que des belles histoires, il faut réussir à se les raconter, il faut les partager et il faut en faire de nouvelles. Merci bien Stéphane d'être venu. Et maintenant, je vais appeler sur cette tribu.